Bonjour à tous. Donc, 6e semaine du vrai Ségur de la santé, 3e jour d'audition de la semaine. Nous avions à cœur de vous parler de professions du soin qui, à notre sens, ne sont pas assez représentées, dont on ne parle pas suffisamment, qui ne sont pas assez valorisées à plusieurs niveaux et qui n'ont notamment pas été valorisées au moment du vrai Ségur. Mais on voulait reparler et se focaliser sur certaines de ces professions du soin avec certains de leurs représentants qui vont nous poser le cadre, se présenter et puis nous dire un peu quel est l'état des lieux de leur profession et ce qu'ils ont à cœur de défendre concernant les statuts, les rémunérations, leurs compétences, comment on peut changer les choses et améliorer les choses. Voilà, donc nous avons, en commençant par les dames, bien sûr, nous avons Jessica Noir, qui est technicienne de laboratoire. C'est ça. Qui est là. Ouais, c'est ça. Nous avons Mathilde Rivière, qui est manipulatrice en électroradiologie médicale. Manip Radio. Ça aussi. Bonjour. Présent, nous avons Sandrine Faroudia-Tournier, qui est préparatrice en pharmacie. Et enfin, normalement, nous avons Monsieur Patrick You. Vous êtes là? Pas encore, peut-être. Bien, je ne sais pas qui veut commencer. Si, excusez-moi, je suis là, mais je n'avais pas mis mon micro. Ah, pardon, excusez-moi. Bonjour, Monsieur Bonjour. Patrick You, donc ambulancier. Enchanté. Enchanté. Donc, je vous propose de faire un petit tour de table et de vous présenter les uns et les autres votre activité, poser le cadre. Et puis après, bien sûr, c'est un échange. Je vous laisse prendre la parole. L'idée, c'est surtout de vous laisser parler en gardant à l'esprit que plutôt vers la fin de l'audition, on aimerait vous entendre sur des propositions fortes pour, de manière particulière, changer les statuts et la reconnaissance de vos métiers, puis peut-être de manière plus générale sur le monde soignant et le monde de la santé. C'est ouvert et voilà, je vous laisse la parole. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Allez, j'y vais, comme ça, ce sera fait. Bonjour. Madame Rivière, à vous. Merci d'abord de nous inviter, parce que c'est vrai que là, les Manip Radio, ils en ont besoin en ce moment, ils se sentent vraiment oubliés. Donc, invisible, on porte bien le nom. Moi, je suis Manip Radio au Centre hospitalier de Valenciennes depuis 2011. Je travaille en IRM, j'ai aussi une casquette de référente qualité au pôle imagerie. J'ai effectué un DU pour ça, de démarche qualité et de gestion des risques. Peut-être rappeler ce que c'est qu'un Manip Radio, parce que comme on est invisible, peut-être un petit peu oublié et puis caché. Donc, c'est une formation de 3 ans, post-bac, qui allie le côté technique, mais surtout le côté soignant. Et là-dessus, je vais insister un petit peu parce que c'est un petit peu le manque de reconnaissance qu'on a en ce moment. On est 27 000 en France, donc on n'est pas énormément, donc pour se faire entendre, c'est difficile. On nous retrouve dans le public comme dans le privé, en collaboration avec des radiologues et dans pas mal de secteurs. Donc, il y a le secteur d'imagerie, de scanner, d'IRM, de radio, de mammo et d'écho aussi si on fait un DU complémentaire. En médecine nucléaire aussi et en vasculaire interventionnel, radiothérapie et électrophysiologie. D'accord, donc très large. Oui, c'est assez large et c'est pour ça que les problématiques, elles sont aussi relativement larges. Donc, on va essayer d'être concis parce que du coup, j'ai demandé un petit peu à tout le monde pour ne pas parler comme mon propre nom et avoir un peu plus de matière pour aujourd'hui. Comment êtes-vous représenté sur le plan des associations ou sur le plan syndical? Vous êtes représenté en votre nom propre, j'imagine? Là, aujourd'hui, moi, je me représente en mon nom propre. Après, j'ai quand même sollicité tous les manips de France, même si tout le monde ne m'a pas répondu. Mais non, je ne fais pas partie d'un syndicat, ni d'une association, ni de rien du tout. Je suis manip de terrain. Voilà, mais je pense que c'est déjà pas mal. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait.
D'accord. Je vais vous laisser développer peut-être en reprenant la parole ensuite sur le constat et sur effectivement les problématiques particulières aussi à votre profession. Madame Farouja, peut-être, vous pouvez Oui, vous présenter? bonjour à tous. Merci de nous avoir invités, oui aussi, préparatrice en pharmacie d'officine. D'accord. Voilà, donc de ville, oubliée aussi, hein, un petit peu quand même. Et exercice en pharmacie de rurale quand même, plutôt. Je suis affiliée à aucun syndicat non plus. Connais un petit peu les associations par la force des choses, là, suite à la pandémie. Donc, on commence à être un peu plus renseigné, à se renseigner aussi. Et moi, personnellement, je ne suis pas que préparatrice en pharmacie. Je m'occupe de l'orthopédie, en TU. Par contre, j'ai une formation validante en orthopédie, enfin, orthèse thermoformable sur mesure. Donc, on ne fait pas que de la délivrance ou des préparations, on peut faire d'autres choses. C'est passionnant, c'est polyvalent. Je m'occupe du maintien à domicile en relation avec l'HAD. D'accord. Et les infirmières libérales, voilà. D'accord. Ok. Alors, peut-être que vous présenterez un petit peu la situation de votre métier après, mais c'est pour être préparateur, préparatrice en pharmacie, c'est quel statut, enfin quel niveau d'études, quelle formation vous avez fait? Alors moi c'est atypique, hein. Après normalement, enfin pour être préparatrice en pharmacie, maintenant c'est après le bac avec 2 ans d'études. Et là il y a ça va. La première année, c'est la première année où ils ont ouvert le DUST pour un bac plus 3 licence. Enfin, bac plus 2 licence, pardon. Mais alors, on s'est renseigné, je me suis renseigné quand même pour savoir à quoi ça allait aboutir. Donc, pour le moment, c'est un test. Il n'y a que 3 départements, il n'y a que 3 facs qui l'ont ouverte. C'est juste, ça ne changera rien. Il y aura normalement une reconnaissance bac plus 2. Mais c'est juste pour donner une passerelle pour intégrer la fac de pharma. Voilà. Après, au niveau salaire, ça changera apparemment rien du tout au niveau de la grille. Voilà. Mais c'est un bac plus, oui, après le bac, on intègre un CFA et un apprentissage. Il faudrait réformer complètement parce que c'est plus d'actualité sur le terrain depuis un petit moment. Mais voilà. Bon, on va en reparler, je vais bien sûr vous laisser la parole. Jessica Noir, donc oui, j'avais compris que Jessica est une membre très active du collectif Santé en danger. Bonjour à toi. Salut Cécile. Donc, bonjour à tout le monde. Merci pour cette audition sur les invisibles. Moi, donc, je suis technicienne de laboratoire hospitalier depuis 5 ans environ, 6 ans maintenant, depuis 6 ans. Et je suis référente qualité aussi au sein du laboratoire depuis 3 ans. Donc, je rejoins déjà Sandrine et j'ai oublié le prénom. Mathilde. Et de Mathilde, voilà, sur les métiers qui sont peu reconnus et peu visibles, dont l'attractivité est compliquée. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail maintenant. Je vais te laisser la parole, bien sûr, c'est votre audition. Juste au niveau du technicien de laboratoire, c'était un bac plus 2 minimum depuis jusqu'ici. Et à partir de janvier, là, c'est passé à un bac plus 3. C'est ce que je me demandais en lisant, en préparant un petit peu l'audition, c'était si c'était passé. C'est ça, c'est tout récent, à force d'être mécontent et d'un petit peu insister, on a réussi à faire reconnaître ce diplôme en bac plus 3. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant ça, pour être technicien de laboratoire, il y avait plus d'une vingtaine de BTS qui étaient possibles.
C'était très large. Et quand on entrait dans un laboratoire médical, en tant que technicien, on n'avait pas forcément toutes les notions médicales. C'est-à-dire que même personnellement, j'ai pas du tout un BTS dans le médical. J'ai un BTS dans l'alimentaire, principalement. Et c'était un BTS qui était reconnu pour travailler dans le médical. Donc, c'est bien parce que c'était large, mais quelque part, quand on arrive dans le laboratoire, après, on apprend tout sur le terrain. Donc, c'est vrai que c'était compliqué à gérer. Les nouveaux arrivants étaient compliqués le temps qu'on leur accordait pour être formés en interne était assez important, quoi. C'est effectivement ce que j'ai lu de tes collègues sur les témoignages, c'est qu'il fallait quasiment reprendre plein de choses et que c'était très, très chronophage, effectivement. Donc là, ça uniformise, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon, ils sont encore en train de travailler sur le contenu de la formation, mais voilà, ils ont pris en compte le fait que aujourd'hui on était en difficulté. Enfin, ça faisait des années, hein. Mais les conditions sanitaires ont fait que ils se sont un petit peu plus intéressés au laboratoire, et c'est vrai que maintenant ils essayent d'uniformiser sur la base du DE-TLM, du diplôme d'état de technicien de laboratoire médical. D'accord. Et cette troisième année, elle se fait où, du coup? Si elle est alors ça, c'est la pour l'instant, c'est à interrogation. définir. C'est ça, c'est à définir. Disons qu'il y a une école de technicien de laboratoire, mais après, c'était très large. Après, il y avait dans le public, dans le privé, dans le ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Éducation nationale. Enfin, il y avait plein de choses différentes. Et aujourd'hui, ils essayent de travailler ensemble pour revoir ce contenu-là. D'accord. Merci, Jessica. Je vais laisser Monsieur Patrick You se présenter. Bonjour. Alors moi, je suis ambulancier. Donc, on n'est pas sur le même temps de formation, hein. Nous, c'est une formation de 6 mois. On a beaucoup de mal à faire évoluer. C'est un métier méconnu. Nous sommes à peu près 60 000 ambulanciers en France, essentiellement dans le privé, quelques-uns dans le public, ambulanciers hospitaliers ou ambulanciers SMUR. C'est une profession qui est à un tiers maintenant. Oui, c'est ça. Il y a un tiers d'ambulancières dans notre profession. Et ça représente à peu près 5200 entreprises en France. Le gros problème, c'est que les personnes qui nous représentent au niveau national et dans toutes les discussions, ce sont essentiellement 2 syndicats patronaux et représentés par des groupes tels Transdev ou la SNCF par le biais de Justice Secours derrière, quoi. Donc, c'est une profession quand même qui est assez méconnue parce que personne ne connaît vraiment le quotidien de l'ambulancier. C'est pas non seulement emmener effectivement les gens en consultation, on participe aussi à l'aide médicale urgente à travers la garde préfectorale et aussi dans certains des départements à une implication importante dans la réponse à l'urgence. Et ce qui fait que ce métier devrait évoluer sur des formations continues et revaloriser aussi le contenu des formations, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Et on sort de discussions là, cette année où pas grand-chose a évolué, quoi. Oui, c'est ce que on a entendu parler d'une évolution vers le statut de soignant concernant vos collègues du public, hein, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises. Oui. Pour les ambulanciers SMUR, pour la FACH, hein, qui est un syndicat d'ambulanciers hospitaliers, ils ont obtenu cette reconnaissance de soignants, effectivement. Mais sans revalorisation salariale. Sans revalorisation, bien sûr, derrière. Ok. Et vous, quel est votre parcours? Vous exercez depuis combien de temps? Je suis ambulancier depuis 1983. D'accord. Sur Nantes, une petite société d'ambulance, hein, 45 collaborateurs, assistance ambulance, avec une implication assez importante dans ce qu'on appelle l'urgence post-hospitalière, avec beaucoup de formations annexes qu'on est obligé de faire
enfin, de façon non reconnue bien souvent, des formations nord-américaines, hein, mais voilà, quoi, c'est la bonne volonté de l'entreprise, c'est tout, quoi. On n'a aucune obligation de formation continue, quoi, hormis les 4 heures d'AGSU. Pardon. Quel Pardon type de formation Alors, les formations qu'on a, les formations annexes, ça va être ce qu'on appelle le PHTLS, c'est le Pré-Hospital Trauma Life Support. C'est une façon d'aborder la victime et une prise en charge par un bilan qui se déroule, ce qu'on appelle sur l'ABCDE. Alors, sur ce département, c'est assez spécifique puisque aussi bien les sapeurs-pompiers que les ambulanciers, on travaille sur la même base. Et il y a une réelle volonté, on voit que quand on travaille dans la complémentarité, par exemple, tous les bilans numériques sont les mêmes, que ce soit sapeurs-pompiers ou ambulanciers. Dans quelques jours, l'ensemble des VSAV et l'ensemble des ambulances type ASU vont être équipés du même matériel pour la télétransmission des bilans. Donc voilà, c'est les formations communes qu'on a avec les sapeurs-pompiers qui sont le PHTLS. Après, on a d'autres formations annexes qui sont l'Advanced Medical Life Support, qui, elle, c'est pareil, c'est le même type de formation, mais c'est le côté médical. Et puis des formations obstétriques avec les Suisses, des formations aussi pédiatriques avec le PC. Enfin voilà. On est obligé d'aller chercher ces formations à l'étranger parce qu'on les a pas. D'accord, qui sont reconnues au niveau européen. Alors, ces formations sont reconnues dans quasiment 40 pays dans le monde. Maintenant, le PHTLS est reconnu aussi par les sapeurs-pompiers. Mais pour notre profession, on est bloqué par ces syndicats patronaux, même si je suis aussi responsable d'entreprise, mais qui ne veulent pas aller de l'avant parce que ça a un coût. Alors, on est en train de désespérer une profession, on a un turnover qui est considérable. Et là, on se retrouve dans une problématique, c'est qu'à l'heure actuelle, il manque à peu près au national 20 000 ambulanciers. D'accord. Donc, c'est des difficultés de recrutement et de… Oui, parce que c'est un métier mal rémunéré. Importante. Et puis qui nécessite quand même des contraintes assez importantes entre les gains de nuit, de week-end, etc. Tout à fait, oui. Okay. Alors, c'est un métier qui a répondu présent dans la période Covid. Enfin, au tout début, on était très présent et sur toutes les… que ce soit sur les évacuations arrivant pour notre région, arrivant de l'Est, etc. Notre profession a répondu présent très, très rapidement, mais bon, aucune reconnaissance derrière, bien évidemment. Tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs vos 4 métiers ont répondu de façon présente. Oui. Mais mes collègues aussi, indispensable dans le maillon du soin. Ont répondu mais présent. Même hors Covid. Voilà. Ce sont des métiers méconnus de la santé. Tout à fait. Merci d'en parler, de vous faire les défenseurs de vos métiers. Je vais redonner la parole à Mathilde Rivière, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des conditions actuelles d'exercice de votre profession, nous, le peut vous poser problème? Ouais. Le plus gros souci actuellement, c'est le manque de personnel. L'ARS, elle augmente de plus en plus le nombre de machines, mais c'est déjà tendu au niveau personnel de base, donc ça aggrave les choses. Après, il y a la méconnaissance du métier aussi qui fait qu'on n'attire peut-être pas grand monde non plus. Les salaires peu attractifs. Là, il y a eu le Ségur, ils n'ont pas du tout fidélisé les anciens parce qu'ils ont augmenté le salaire des tout nouveaux. Par contre, les anciens, je peux parler en mon nom. Hein. J'ai 11 ans de carrière, je gagne 2100 € net. Et là, les petits nouveaux qui viennent d'arriver, on doit avoir 100 € d'écart avec eux. Alors, c'est pas, moi, je suis super contente, au contraire, qu'ils aient augmenté enfin les salaires. Mais je pense qu'ils auraient pu aussi fidéliser les anciens parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de reconversions professionnelles et qu'il y en a plein qui s'en vont. Sauf que les petits nouveaux, pour les former, il faut bien des anciens aussi. Après, il n'y a pas beaucoup d'évolution au-delà de notre métier. Donc ça peut être un blocage aussi. Après, il y a la pénibilité aussi du métier parce que c'est, comme disait monsieur l'ambulancier, désolé, j'ai oublié le prénom, les horaires décalés, le fait de bosser de nuit, de jour et que ce soit payé peanuts aussi.
Les pathologies qui sont de plus en plus lourdes, les IMC aussi, c'est la réalité, les patients ils sont de plus en plus costauds. L'âge, ils avancent dans l'âge aussi. Les cadences, on nous en demande toujours plus avec le même effectif, avec parfois des plateaux techniques vieillissants. J'ai eu pas mal de remontées de petits CH qui peinent en fait avec le GHT. Ils n'ont pas forcément de moyens pour changer leur plateau technique. Donc après, pour nous, c'est quand même important parce que plus les machines évoluent, plus elles sont rapides et je ne veux pas dire que plus on peut parler de cadence parce qu'après, on n'est pas à Toyota non plus. C'est des patients qu'on parle et nous, ce qui nous importe aussi, c'est de les prendre en charge comme il faut, de prendre le temps avec eux justement, de les rassurer parce que je pense que ça, c'est super important. Après, il y a les dépassements de tâches aussi. On nous demande de faire des tâches médicales, donc de faire les cotations, de mettre le balisage quand c'est nécessaire. Tout ça, c'est pas dans notre fiche de poste. Et il y a aussi une fuite des radiologues vers le privé. Donc ça, pour nous, c'est important parce que on travaille quand même en collaboration avec les radiologues. Là, le fait qu'ils partent tous dans le privé, parce que tout simplement, pour eux, c'est plus attrayant financièrement et ils travaillent moins. Donc, pourquoi venir dans le public, mis à part ceux dont le privé ne veut pas, ou bien ceux qui ont vraiment une vocation pour l'hôpital public. Sinon, ils s'en vont tous et je les comprends. Mais du coup, nous, ça nous impacte directement, vu qu'on voit arriver la téléimagerie. Et alors, la téléimagerie, le radiologue, il est à l'autre bout de la France pour interpréter les images. Donc, moi, je le vois en IRM, on a travaillé en téléimagerie, c'était catastrophique. Le patient vient pour une pathologie lambda, on commence les images, pour finir, c'est pas du tout ce qui était décrit. On doit envoyer les images, ça prend un temps fou, on essaye de joindre le radiologue qui répond pas, et puis quand on a des couacs sur place, débrouillez-vous, quoi. Donc il y a de plus en plus d'endroits où la téléimagerie arrive, et je pense que c'est catastrophique. Et après, il faut savoir aussi que depuis fin 2019, il y a un mouvement de protestation nationale de tous les manips, parce qu'on est clairement en manque de reconnaissance. Pas plus tard que le 15 mars dernier, il y avait une grève nationale de tous les manips. Donc forcément, on n'est pas très nombreux, ajouter à ça tous les assignés, etc. Donc forcément, on ne se retrouve pas très nombreux à Paris. On a quand même été reçus par quelqu'un qui représentait Monsieur Véran, mais en gros, on ne nous a rien accordé du tout. On nous dit qu'on n'est pas des soignants, donc on n'a pas droit à la prime veille. Après, il ne faut pas oublier non plus que s'il n'y a pas de manip radio, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de thérapie non plus. Donc, je pense que ça, c'est quand même important. On est plus de 5000 à avoir envoyé des courriers au niveau à Monsieur Véran. Et là, ce que nous a dit le petit monsieur le 15 mars, c'est que les 5000 courriers ont fini à la poubelle. Donc, voilà. Pour poser, quels sont les leviers d'action à votre avis? Justement, on en cherche des leviers d'action parce que vraiment, ça nous agace. Après, comme on n'est pas très nombreux, c'est difficile. On essaye de se faire représenter par des syndicats, mais il n'y a pas de syndicat manip à proprement parler. Donc après, pour avoir les radiologues, c'est compliqué. Les radiologues, honnêtement, faut pas compter sur eux, je pense. Ils prêchent pour leur paroisse, pas beaucoup pour la nôtre. On reste petit personnel. Après, c'est l'impression que j'en ai. Hein. Peut-être que je parle en mon nom pour ce cas-là. Ouais. Donc l'impression effectivement d'être isolé quand même dans ces revendications. Hein, on est complètement isolé et pourtant, on a quand même un rôle prépondéral, tout comme les autres professions. Hein. Mais chacun a son rôle et s'il en manque une, l'hôpital est bancal. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas... l'hôpital, je parle de l'hôpital, il y a aussi tout le privé. Hein, parce que là, je vais me faire lyncher. Vous êtes un maillon du soin, quoi. Donc, c'est ça. Voilà, vous devriez être considéré comme soignant. Tout à fait. Là, ce qu'on nous a répondu, c'est que cette prime veille était accordée aux infirmiers et qu'on n'était pas infirmiers. Alors, effectivement, on n'est pas des infirmiers, cependant, le côté soignant, là. Vous pouvez vous rappeler ce que c'est que cette prime veille? La prime veille, c'est une prime accordée de 100 € accordée à tous les personnels soignants, normalement, en théorie. En pratique, c'est accordé aux infirmiers, aux cadres infirmiers. Voilà. D'accord, ok. Ouais.
Et qu'est-ce que vous pensez, bon, après, on peut parler des solutions, mais on peut en parler là. Hein, qu'est-ce que, dans le futur? Il y a deux versants d'aborder la chose. D'abord, le premier versant, que les primes, pour finir, au lieu de réunir tout le monde, ça fait que diviser. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un même pied d'égalité pour tout le monde, supprimer ces primes et augmenter vraiment le salaire de base pour arrêter tout ça? Et le deuxième versant, c'est de nous verser cette prime qu'on attend. Il y a deux visions. Voilà. Excusez-moi, petite demande en parallèle. N'hésitez pas les uns et les autres à intervenir hein, si vous souhaitez rebondir sur un certain nombre de propos. Je parle de la prime veille, il y a également la prime Buzyn où ils ont fait exprès de jouer sur les textes en disant dans certains centres pour ne pas l'accorder aux manipulateurs. La prime Buzyn, c'est une prime qui est accordée à tous ceux qui travaillent dans un service d'urgence. Donc nous, clairement, des urgences, on en fait. Après, comme le texte, il était un petit peu mal fait, on va dire, et dans certains centres, ils en profitent pour ne pas l'accorder aux manipulateurs. Alors, donc c'est différent selon les centres, en fait, c'est ça? Oui, ça, c'est au bon vouloir de la direction, selon comment ils interprètent le décret. D'accord, ok. En termes de formation, d'accès à la formation, est-ce que vous êtes satisfait? Enfin, c'est complètement vous, selon vos possibilités? Alors, ça dépend de quelle formation on parle. Je pense qu'en termes de petites, entre guillemets, petites formations avec le compte CPF, enfin, les petites formations professionnelles, nous, à l'hôpital, on y a accès. Après, pour tout ce qui est, si on veut se diriger vers des masters, etc., c'est plus compliqué pour nous d'y arriver. D'accord. Parce qu'à chaque fois, il faut passer par la direction, faire tout un dossier, et parmi les 300 dossiers, 10 seront acceptés. Voilà. Après, là, c'est pareil, je parle du cas du public. Pour le privé, je ne sais pas ce qu'il en est. Je pense que c'est pire. Oui, c'est une remarque qui est faite là, hein, sur la discussion avec plutôt la limitation des formations qui n'encourage pas l'évolution des carrières aussi. En tout cas, on n'est pas à aider toujours à aller vers la formation. Ouais. En termes d'augmentation du recrutement, clairement, vous n'êtes pas suffisamment nombreux. Non, pas du tout. C'est ce que je disais au début. Ils ouvrent de plus en plus de machines et sachant que c'est déjà tendu au niveau personnel de base dans toute la France, on recrute. Alors après, ça va à coup de prime, à coup de... Moi, je te donnerai un CDI, là, ce sera un CDD. Donc après, ils essayent d'être de plus en plus attrayants, mais mis à part le privé qui peut se permettre des choses comme ça, dans le public, on ne peut pas se permettre grand-chose pour attirer les petits jeunes. Donc du coup, c'est pareil, le public, il se retrouve démuni. Après, je pense que dans le privé aussi, ils sont démunis de personnel. Mais le fait d'ouvrir de plus en plus de machines, ça fait qu'il y a un manque accru de manipulateurs. Ils n'augmentent pas les quotas de base dans les écoles, donc ça n'aide en rien. Tout à fait. Mais sachant aussi que quand les petits jeunes arrivent dans les écoles, rares sont les formations où le quota de base, admettons, ils arrivent à 30 en première année, à la fin, ils sont 15. Donc déjà, on en a perdu 15 en cours de route aussi. Donc il y a aussi une perte. Je pense que c'est dû aussi à la méconnaissance du métier. Une fois qu'ils arrivent à faire des stages, etc., ils se rendent compte de vraiment ce que c'est que notre métier et du coup, ils arrêtent. Ils arrêtent, ou alors il y a ceux aussi qui partent en parallèle sur kiné, etc. Enfin, moi, je vois on a fait un petit point là, avec ma promo de Tours de 2011, je les salue. Mais on a fait un petit point 10 ans plus tard pour savoir ce qu'on était devenu et sur toute notre formation, il y a à peine la moitié qui est restée manip. Ils ont tous pris la tangente vers d'autres métiers, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques, oui, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec là, on est tous jeunes dans l'équipe, la moyenne d'âge, ça doit être 30 ans. On nous demande beaucoup de cadence avec des patients qui sont alités, qui ont un IMC de plus en plus important, pluripathologique, avec l'âge qui augmente. Et on nous demande de la cadence avec des gens comme ça. Au bout d'un moment, le dos ne suit pas. On n'a pas de moyens non plus
on n'a pas de moyens, on n'a pas de lève malade, on n'a pas de... Enfin, le seul moyen qu'on a, c'est nos bras, et voilà. Donc, Et ça, il n'y a pas de moyen d'action par la médecine du travail. Enfin, ça reste la médecine du limité. travail, je pense que ça reste un lobby. C'est déjà trop tard presque, en fait, quand il y a La un médecine trouble du qui s'est installé. travail, notre médecin, elle est censée être en retraite depuis... Enfin, alors là, je parle pour notre propre paroisse, mais elle est censée être à la retraite depuis plus de 5 ans. Il trouve personne pour la remplacer. On est censé avoir des rendez-vous tous les ans parce qu'on est en contact avec des rayonnements ionisants. Moi, depuis que je suis arrivée à l'hôpital, je l'ai vu la première année, et puis voilà, depuis, je ne l'ai pas revu. Donc, ça fait 10 ans. Donc, voilà, la médecine du travail, je pense qu'elle est très loin du terrain. Après, c'est par manque aussi de personnel pour eux, hein, c'est pas pour les dénigrer non plus, mais Oui, tout à fait. Je pense qu'ils sont très loin du terrain. Manque d'effectifs également, je pense. Enfin, c'est un des premiers problèmes. Est-ce que quelqu'un veut rebondir, veut poursuivre, Ben, moi, je veux bien. Oui, Allez. Madame Farrugia. Alors, alors moi déjà, pour reprendre, on a un syndicat qui nous représente, mais qui est représentatif du métier, mais c'est les pharmaciens surtout qui sont à la tête de ce syndicat. Les préparateurs sont juste représentés. Ben là, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a un représentant préparateur en fait qui nous représente au milieu des pharmaciens. Bon, on va pas se plaindre, on a eu une augmentation de 3% du salaire qui vient de tomber. C'est mieux que rien. Je peux pas parler pour les PPH parce que je ne connais pas leur évolution. Je crois qu'elles ont eu quand même pas mal elles ont eu une petite évolution aussi au niveau du public. Nous, notre formation, il faut vraiment qu'elle change parce qu'on n'est plus derrière en train de faire des préparations. On n'en fait plus d'ailleurs. Ça fait longtemps. Par un mélange de 2 pommades, après, on est obligé de passer avec d'autres prestataires qui font que des préparations. Et on est beaucoup au comptoir. Alors, beaucoup pensent, et on n'a pas notre statut de soignant. On l'a eu, je pense qu'on l'a toujours pas, c'est un flou artistique. Hein. On a été considéré soignant pendant la période de pandémie parce qu'on a râlé, parce qu'on n'a pas de dotation de masques. On n'avait pas, voilà, on est celle des pharmaciens. Il ne faut pas oublier qu'au comptoir, maintenant, c'est souvent les préparateurs, c'est pas le pharmacien ou le titulaire, voilà. Alors moi, je vais questionner un peu mes collègues. Nous, on est en rural, on s'entend très bien, ça nous a une équipe hyper soudée, on s'entend très bien avec nos titulaires qui sont pharmaciens. On a eu droit à la prime Macron, que d'autres d'autres préparateurs n'ont pas eu droit, n'ont pas touché. C'était au bon vouloir du titulaire. Hein. On a eu des protections en Plexi dès le 16 mars 2020, nous. On a été pris en charge pour notre protection plus que correct. Ça a été comparé à d'autres situations dans d'autres pharmacies, parce que je dialogue avec un groupe de préparatrices. Personnellement, on n'a pas à se plaindre. On a été choyés, protégés. C'est très inégal en fait. Hein. Très inégal. Et une inégalité parfaite sur tout le territoire. Même au niveau des salaires, parce que du coup, ça s'est ouvert aussi là-dessus. La grille, elle n'est plus du tout adaptée à quoi que ce soit. C'est au bon vouloir du titulaire, toujours. Après, il y a des échelons hein, qu'on doit respecter, mais après, au niveau taux horaire, c'est au bon vouloir. Par rapport aux spécialisations, c'est au bon vouloir aussi. Et il faut savoir qu'au bout de 15 ans d'ancienneté, on est bloqué. Voilà, on n'évolue plus au niveau salarial, mais on a droit à des formations pareilles, hein, avec validantes ou non, rester à la page, mais on peut aussi se diversifier. Il y en a qui ont des CQP cosmétiques, il y en a qui font beaucoup de para, qui font beaucoup de phytothérapie, d'homéopathie, d'autres qui font de l'orthopédie. On peut se diversifier aussi dans l'officine. On est
On effectue aussi le portage à domicile, ça c'est pas donné à toutes les pharmacies, mais beaucoup y viennent quand même. C'est important. On fait quand même pas mal de social, de psychologie, mais on est quand même considérés comme des vendeuses la plupart du temps. Il y a de nombreux glissements de tâches. Oui, on est en dehors de nos fonctions la majeure partie du temps, quoi. Parce que c'est vrai que ça, sur une c'est quelque chose qui vous, enfin, j'imagine que vous avez de l'expérience, c'est quelque chose qui vous fait peur quand même, d'être constamment hors de votre. Alors, on se met des barrières quand même, hein. On n'est pas médecin, on n'est pas infirmier, voilà. Il faut que chacun reste à sa place, chacun a son métier, chacun a ses qualités et surtout ses observances à ce niveau-là. On fait quand même pas mal enfin, oui, ça fait peur dans le sens où il peut y avoir des dérives assez prononcées. Après, Je parlais de votre protection plutôt. Notre protection à nous, on se défend, hein, aussi. Face à l'agressivité, quand même, ça a augmenté, ça aussi. On se défend au niveau de notre travail, oui, on se défend, on essaye de se poser, on fait des petites réunions collégiales pour voir si tout le monde supporte un peu la différence et puis la dureté du travail qui est devenue maintenant du lien social, quoi, du rapport avec les autres. Actuellement, bon, il y a eu le contexte de pandémie, hein, oui. Vous avez été énormément exposé à plein de niveaux, hein, je ne parle pas que du niveau du virus. Il y a les déserts médicaux, enfin le manque de médecins. Voilà. Ça, c'est extrêmement compliqué. On se retrouve avec des patients, parce que moi j'appelle patient, j'appelle pas client. Parce que voilà, on est vraiment une profession, on peut dire les fesses entre deux chaises parce qu'on est à la fois un commerce et à la fois on délivre des médicaments, on délivre pas des bonbons, voilà. Donc j'appelle mes patients, même si je suis pas considérée comme soignante dans les textes. Il faut qu'on ait un suivi, ils sont perdus, ils ont peur. Souvent, on a des pathologies chroniques ou des polypathologies qui ont besoin d'un suivi régulier chez le médecin, au moins mensuel, voire bimensuel. Et là, on se retrouve avec des patients avec des pathos chroniques qui n'ont plus de médecin référent et qu'il faut, on peut faire un renouvellement exceptionnel d'un mois, mais au-delà, donc on les aiguille. C'est vrai que chez nous, on a quand même un regroupement médical qui a été instauré avec une équipe de médecins, médecine d'urgence, qui est ouvert de 10h à 22h tous les jours. Donc mais ils ne peuvent pas prendre de nouveaux patients. Il nous manque minimum 3 médecins dans notre secteur. Beaucoup de temps pris avec les patients. On prend énormément de temps et de toute façon, on veut prendre énormément de temps avec les patients. On n'est pas là pour faire... on en a déjà discuté avec mes titulaires, parce que je leur ai demandé, on en a parlé, je leur parle du collectif. On n'est pas là pour faire du chiffre. Voilà. La priorité, c'est le patient, son confort, on le rassure, on essaye de rassurer le plus possible, de diriger. On prend énormément de temps au téléphone aussi, parce que c'est arrivé qu'on prenne les rendez-vous pour eux, parce que c'est vrai que les plateformes téléphoniques pour prendre rendez-vous de partout, c'est compliqué pour certaines personnes qui n'ont pas Internet, on est en rural, qui connaissent rien. Donc, on prend sur nos comptes à nous, on leur crée des comptes, ça c'est déjà arrivé plusieurs fois, pour leur prendre leur rendez-vous, ou on appelle. On passe énormément de temps au téléphone ou pour des ordonnances parce qu'on n'a pas de suivi. C'est ce qui manque en fait. On n'a pas de suivi lien hôpital. Ah oui, France, en fait, ça manque énormément. Ça, c'est ce que j'aimerais en fait. Énormément, c'est ce que je voudrais. Parce que quand c'est un samedi après-midi, qu'on a une sortie d'hospice avec une liste pour les sondes ou des plaies ou voilà. Déjà, on n'a pas les formations si on les demande pas, et ça c'est hyper important et ça il faudrait que les jeunes elles soient formées là-dessus. Et on se retrouve avec des choses qui sont complètement, on n'a pas les mêmes choses qu'à l'hôpital.
Donc, les prescriptions ne correspondent pas. Donc, heureusement qu'on a le lien avec les infirmières libérales. Nous, on travaille avec 5 cabinets. On les chouchoute et on essaye de leur faciliter le travail. Mais c'est compliqué, hein, ça devient compliqué pour les ruptures de médicaments, au niveau national, pour les remplacements, pour les interactions médicamenteuses. Hein, ça arrive à tout le monde, hein, ça peut, parce que souvent les patients n'arrivent pas avec leur dossier ordonnance. Donc, on fait des partages d'ordo et on explique. S'il y a une interaction, on appelle le médecin et on prend jamais l'initiative. Et nous, on est toujours, enfin, le préparateur en pharmacie est sous le contrôle du pharmacien, normalement. Officieusement, ça va trop vite, il y a trop de monde. Oui, bien sûr. Vous êtes très contraint également. Voilà. Mais il y a un contrôle d'ordonnance obligatoire. Et vous êtes soutenu par vos pharmaciens? Nous, oui. Bon, moi, perso, oui. Ma fille est en pharmacie aussi. Bon. Et préparatrice aussi. Oui. Voilà. Comme quoi, c'est pas, comme je dis, c'est une vocation, c'est pas pour le salaire. Moi, je suis très proche de mes patientes et de mes petits patients. Bon, mais c'est important de garder cette C'est très relation. important. Jessie, est-ce que je te redonne la parole peut-être? Oui. Ouais. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, moi, je rejoins Mathilde sur beaucoup de points, notamment sur l'attractivité du métier et sur les difficultés de recrutement. Encore faut-il qu'on ait les moyens de recruter. Parce que même si on a du personnel qui se présente, au niveau hospitalier en tout cas, l'établissement ne nous laisse pas forcément la possibilité de recruter plus, même si au niveau personnel, on dit qu'on est sous tension, ça ne suffit pas. Donc ça, je pense que c'est un petit peu lié au financement des services. Et pour moi, c'est important qu'il y ait une maîtrise interne du financement de chaque service au niveau hospitalier. Donc peut-être arrêter la T2A, je pense que c'est revenu plusieurs fois sur voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler un petit peu au niveau des laboratoires, comment ça se passe? Enfin, nous rappeler ou nous dire. Alors, j'ai peu de visibilité sur ce qui se passe vraiment au niveau financier, au niveau du laboratoire, mais en fait, le nombre de techniciens dépend de l'activité du laboratoire. Or là, effectivement, je dirais que du coup, ils autorisent plus, puisqu'il y a une activité hyper importante. Alors, il n'y a pas que le Covid. Mais... Justement, il faut savoir que nous, en tout cas pour notre part, le Covid a été mis à côté de notre activité, en fait. Donc, il ne rentre pas dans notre cotation. Donc, il ne rentre pas dans notre cotation et du coup, il y a eu, entre guillemets, un poste de créé parce que la biologie moléculaire a pris plus de place au sein du laboratoire. Mais derrière, les gardes n'ont pas pour autant été revus parce qu'il faut savoir que quand on intègre un service au laboratoire, on a chacun des déroulements de garde aussi. On fait des nuits, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La nuit, on est seul. Et l'activité, elle est augmentée aussi. Et ce n'est pas pour autant qu'on a une personne en plus la nuit. Donc, si tu veux, oui, il y a eu une personne autorisée en plus sur la période Covid. Donc, la période Covid, elle est un petit peu longue. Hein. Mais voilà. Et là, par exemple, personne de plus sur 2 ans. Alors que voilà, une personne de plus sur 2 ans qui faisait uniquement les Covid. Et à côté de ça, les glissements d'étage, comme j'ai vu plusieurs fois apparaître, on le subit aussi, c'est-à-dire qu'on fait du secrétariat, on fait de la qualité, de la métrologie, des formations en interne. Et tout ça est augmenté par les exigences du comité français d'accréditation que n'ont pas certains autres services, c'est-à-dire qu'au niveau hospitalier, il y a la certification. Nous, au laboratoire, en plus, on a une obligation d'accréditation. Donc, tout ça est normé et ça nous oblige, lorsqu'on a un matériel,
à faire des vérifications de méthode, à passer des contrôles internes de qualité, à passer des contrôles externes de qualité également avec d'autres laboratoires en France. Ça oblige du personnel, par exemple, à être habilité avant sa prise de fonction. Donc, ça implique que nous soyons au moins 2 sur le même poste pendant un certain temps. Et c'est vrai que tout ça n'est pas forcément pris en compte par les directions. Pour eux, à partir du moment où on évoque l'accréditation, pour eux, c'est comme la certification. Donc, certes, il y a des points qui se rejoignent. Moi, j'ai envie de dire qu'au niveau de la certification, il y a quand même au moins une personne en qualité dans les bureaux pour mettre en place la certification. Au laboratoire, ce n'est pas forcément le cas. Et chez nous, en tout cas, ça ne l'est pas du tout. On n'a pas une personne en plus. Ça fait partie des tâches en plus que nous réalisons. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas simple. Votre statut a été revalorisé Alors oui, nous sommes passés en catégorie A. Ouais. Qu'est-ce que ça implique? Du coup, tu peux nous expliquer? Ça implique que notre grille de salaire a été revue depuis, ça faisait 20 ans que ça n'avait pas été revu. Comme pour les manipulateurs radio, ça valorise les nouveaux, mais les anciens ont ont perdu en année, on va dire. Ils ont plus de temps à rester sur un échelon pour pouvoir évoluer. Et c'est vrai que les anciens... C'est un peu général, hein, j'ai l'impression. Ouais, il y a un gap entre ceux qui arrivent et les plus anciens. En même temps, on se plaignait de l'attractivité. C'est vrai que ça va aider les nouveaux à venir parce que ils vont commencer un petit peu plus haut sur l'échelle. Mais c'est vrai que ça démoralise les anciens. Bien sûr. Oui, les anciens, ils ont l'expérience, donc c'est pas non Exactement. plus... D'accord. Ouais. Il y a une pénibilité évidente aussi à vos fonctions. Hein. Tu parles du travail de nuit. Toi, c'est quelque chose... Oui. Tu as une contrainte particulière. Vous pouvez avoir le choix de ne pas travailler de nuit. C'est compliqué. Comment ça se passe? Nous, dans notre service, j'ai envie de répondre qu'on arrive à s'entendre entre nous sur qui veut être de nuit, qui veut être de jour. Donc déjà, ça c'est un avantage. Après, il y a des laboratoires où on n'a pas le choix. Tu arrives, tu passes directement de nuit. Après, il y a des roulements qui sont faits, hein, généralement. Nous, je crois que c'est 2 semaines de nuit. Et puis ensuite, tu bascules un jour pendant 4 semaines, un truc comme ça. Donc, personnellement, je trouve qu'il y a des avantages aux journées, ou aux gares de jour ou aux gares de nuit. Et pour notre cas, c'est à peu près bien géré parce qu'on on arrive à s'entendre entre nous. Mais c'est vrai qu'il y a des laboratoires où ils n'ont pas vraiment leur mot à dire et où il faut s'adapter aux gardes, peu importe. Si tu as des enfants ou quoi, c'est vrai que c'est pas forcément simple. Mais je pense qu'il y a encore de la communication et que c'est encore possible d'éviter les nuits. Après, moi, personnellement, je fais partie de ceux qui étaient de jour et qui ont demandé à basculer de nuit. Oui, il y a aussi d'autres avantages particuliers à travailler de nuit. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres points qui posent problème dans ta profession? Et pareil, même question, comment tu penses qu'on peut faire levier sur... Oui, bon, ça va, c'est pas encore trop. Oui, comment est-ce que tu penses qu'on peut faire levier, justement, tu parlais des postes supplémentaires, de la difficulté à faire admettre que c'est vraiment nécessaire, hein, que c'est des demandes de la part du terrain et que vous êtes sur le terrain et vous connaissez la situation. Comment est-ce que tu penses qu'on peut faire levier là-dessus? Vous avez quand même été, vous aussi, hyper sollicité pendant la pandémie Covid, mais même en temps, entre guillemets, normal, hors crise. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ces deux questions? Alors, pour moi, déjà, il y a autre chose au niveau du laboratoire. Comme les manipulateurs radio, je trouve qu'on est un petit peu isolé aussi.
Et il y a beaucoup de difficultés de communication, que ce soit en interne ou en externe avec la médecine de ville. Et parfois, c'est même indispensable qu'on ait cette communication-là. Je vais te dire, je vais te donner un exemple aléatoire, mais par exemple, quand tu as un patient qui arrive avec une demande de prise de sang et qui n'a pas d'ordonnance, ne connaît pas forcément son médecin traitant, on a des difficultés à connaître ses besoins. Pourquoi le patient vient pour se faire prélever. Alors, heureusement, on a des biologistes qui prennent du coup le relais médecin, entre guillemets, pour vérifier s'ils ont leurs besoins en ordonnance, et ils peuvent prescrire, mais c'est pas le rôle du laboratoire initialement. Donc, c'est vrai que d'avoir un lien avec le médecin traitant, ça pourrait être pas mal. Et plus au niveau interne, avec les autres services, il y a beaucoup on rencontre beaucoup de difficultés au niveau préanalytique. Notamment, on est, entre guillemets, dérangé plusieurs fois en garde pour savoir quel tube il faut prélever, pour savoir quelles conditions préanalytiques il faut pour une BNP. Et ça, on a beau insister auprès des encadrements sur la nécessité de parler avec les infirmières, de leur montrer le manuel de prélèvement, ça avance pas. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être... J'ai eu l'occasion de discuter avec certaines infirmières quand elles venaient, parce qu'on est un laboratoire dans lequel on a une salle de prélèvement externe. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines infirmières qui venaient au laboratoire, et c'était moi qui les formais, pour le coup. Donc, j'ai vu que même au niveau des infirmières, c'était une demande de leur part d'être formées un petit peu plus sur le préanalytique. Et quand j'évoquais, par exemple, la possibilité de faire un stage d'1 semaine au laboratoire, en tout cas, les retours que j'avais à ces moments-là, c'était ah oui, ça serait vraiment bien, parce que c'est vrai qu'on n'a pas ces notions-là de centrifugation des tubes, de délai raccourci pour des vitamines. Et donc, c'est vrai que j'ai remarqué plusieurs fois que les infirmières étaient très ouvertes à cette approche-là du laboratoire. C'est tout à fait juste, et c'est une remarque que je voulais te faire, en fait, que les différents, en tout cas au sein des établissements, que les différents personnels puissent aller presque faire plus qu'une visite, hein, mais se rendre compte un petit peu de qu'est-ce que ça représente le travail des uns et des autres, parce que je pense que souvent, par des connaissances aussi, on ne réalise pas comment les choses sont faites. Et ça pourrait être au niveau des internes, des médecins, enfin, tu vois, on peut le reproduire, mais je pense que ça demande du temps, mais je pense que c'est indispensable, et c'est tout à fait juste, ouais, ce que tu dis. C'est ce que je disais aussi, même pour nous, en tant que techniciens, aller voir dans les services comment ça se passe aussi. Ça nous permet de comprendre pourquoi, à telle heure, c'est compliqué de vous avoir au téléphone. Et oui, vous êtes en plein soin. Donc mais être dans l'échange, en fait, entre les différents services, moi, je trouve que c'est ce qui manque vraiment au niveau hospitalier, en tout cas. Je te rejoins complètement. Monsieur You, on va vous laisser la parole. L'heure tourne, c'est trop court, 1 heure. Du coup, je suis désolée, Jessie. Non, il n'y a pas de souci. Je laisse un petit peu la parole à Monsieur You, qui a des choses à dire, je pense. Oui, enfin, on se retrouve un peu avec les précédentes collègues. Hein. C'est vrai que nous, c'est pareil. C'est un métier qui est méconnu. On voit que le monde de la santé évolue, et je ne suis pas sûr que ce soit forcément dans le bon sens. Par exemple, la désertification médicale nous touche aussi, puisqu'on a de plus en plus de missions où ce qu'on appelle un laisser sur place, c'est-à-dire que le patient, on le laisse à domicile, c'est-à-dire que faute de médecin, on va envoyer une ambulance, une ambulance pour un lever de doute à la demande du SAMU Centre 15, et on va télétransmettre un bilan, et puis
Ça représente à peu près, maintenant, sur le nombre de missions qu'on a, on a à peu près 35 000 missions qui sont confiées par an par le SAMU Centre 15. On a à peu près maintenant 2000 missions par an qui sont des patients qu'on ne va pas prendre en charge et qu'on va laisser sur place, tout simplement parce qu'on n'a pas pu envoyer un médecin ou cette personne n'a pas de médecin traitant et on envoie une ambulance, quoi. C'est aussi une partie un peu méconnue de notre métier. Et quand vous parliez aussi d'échanges interprofessionnels, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place avec les ARM, les assistants de régulation médicale qui sont au SAMU. Quand elles arrivent au SAMU Centre 15 de Nantes, elles viennent passer une journée chez les sapeurs-pompiers et une journée dans une structure d'ambulance. Ça permet de mieux comprendre aussi les problématiques que chacun possède de son côté, quoi. Oui, ça c'est une super initiative aussi, hein. Voilà. Autrement, bah, oui, c'est une profession, comme je vous disais, où le patient devient de plus en plus aussi, par l'arrivée des groupes, là, on voit de la gestion de patients qui est, enfin, c'est un peu dur, mais qui va être géré comme un colis, quoi. Et ça, c'est complètement inadmissible et c'est pas possible non plus, quoi. C'est-à-dire qu'on nous a mis, on a vu arriver des logisticiens dans des structures d'ambulance et un patient représente tant de minutes, le temps de dépose, il est aussi calculé et on reprend un autre patient derrière et l'article 80 qui a passé la responsabilité financière aux établissements de soins a énormément joué là-dessus, puisqu'il y a eu des appels d'offres. C'est le moins 10 ans, bien sûr, qui l'a emporté. Souvent, les moins 10 ans sont ces fameux groupes. Et là, c'est catastrophique, quoi, parce que enfin, si mes collègues qui travaillent en milieu hospitalier pourront le dire, mais un patient qui attend 3 ou 4 heures son transfert ou son retour d'ambulance, bah, ça devient quotidien et c'est même de plus en plus fréquent, quoi. Et ça, Oui. on peut pas gérer un patient comme un colis. Ça, c'est pas possible, quoi. Et vous pensez que les logisticiens, c'est que du négatif? Parce que on peut essayer de mieux fluidifier les transferts, mieux comprendre, mieux essayer de comprendre où est-ce que ça dysfonctionne. Ça dysfonctionne vraiment. C'est un effet pervers aussi. C'est un effet pervers, ça dysfonctionne vraiment. Il faut aussi écouter la base. Et ça, c'est plus le cas, quoi. Il faut tenir compte des difficultés de circulation, des difficultés d'approche. Chaque patient est différent. Je ne sais pas si vous faites un transfert d'un enfant sous halo crânien et que derrière, vous devez prendre un patient qui souffre d'obésité morbide. Je ne suis pas sûr que ce soit le même moyen qui pourra effectuer cette prise en charge. Enfin, voilà, quoi. On parle plus patient, là. On parle course, on parle mission. Et ça me gêne beaucoup. Bien sûr, oui. Il y a eu un retour d'expérience un petit peu sur cette période de pandémie. Est-ce que vous avez pu poser la entre période vous? de pandémie, pour nous, c'est pareil, ça a été très inégalitaire sur le plan national. On a eu la chance d'être dans un département où nous avons pu bénéficier très rapidement du matériel de protection. On a eu la dotation de masques. En EPI, vraiment, l'ARS a fait son travail. On a perçu de façon hebdomadaire nos lots pour les 5 départements de la région des Pays de la Loire, ce qui n'était pas le cas, par exemple, de nos collègues de Lyon, qui se sont retrouvés dans des situations très difficiles, très tendues, quoi. Là aussi, quoi, il n'y a pas une égalité territoriale. Il n'y a pas une ARS qui fonctionne de la même façon, et ça, c'est un réel problème, quoi. Et même sur une région, pour nous, entre les 5 départements, c'est très, très inégalitaire, quoi. Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, des gens qui veulent lever la main. Sinon, je vais vous redonner la parole ou je vais vous la laisser, Monsieur You, pour peut-être donner une ou deux propositions fortes concernant votre corps de métier ou tout le système de soins, hein. On peut être plus large, hein, il n'y a aucun problème. Mais Mathilde, vous vouliez peut-être dire quelque chose, vous avez levé la main.
Ouais, il y a eu une intervention tout à l'heure de Jessie, je crois, qui disait que ce serait intéressant que les personnels viennent dans son service pour découvrir le métier. Et je pense que c'est valable pour toutes les professions. Ça ferait pas de mal aussi dans le cursus de mettre une semaine pour aller découvrir toutes les professions. Au moins, ça permet de se rendre un petit peu plus compte de toutes les difficultés de chacun et puis d'être un peu plus compréhensif parfois parce qu'effectivement, comme le disait monsieur l'ambulancier, désolé, j'ai toujours pas le prénom, mais des patients qui Patrick. attendent pendant 3 heures, c'est le quotidien. Donc ça existe et effectivement, on ne peut pas considérer nos patients comme des colis, mais c'est valable pour tout. Enfin, nous aussi, quand ils nous demandent de la cadence, c'est un peu considérer le patient, enfin c'est complètement même considérer le patient comme un colis. Nous, on essaye de faire bloc face à tout ça, mais on a vraiment de la pression au niveau de la direction et de notre encadrement pour faire plus tous les jours. Oui, c'est vrai que les métiers du soin, c'est tout à fait particulier. On se dit que c'est complètement fou. Et en parlant avec les les anciens, a personnes. priori, c'est Ouais. vraiment depuis la T2A qu'il y a eu cette notion de rentabilité de l'hôpital public. Tout à fait. Alors, l'immersion, ça pourrait être valable pour les administratifs aussi, je pense, les services de soins. Ouais, je pense que pour tout le monde, hein, de toute façon, il n'y a pas Bien de sûr, tout à fait. Bien. métier, pas de métier différent, même d'aller faire la SH une journée, Exactement. voilà, moi je suis pour tout ça. Tout à fait. Ça peut être effectivement des démarches à plus officialiser, je veux dire, parce qu'après, on peut le faire de soi-même, mais je pense à officialiser quand même, parce que connaître la connaissance des métiers, déjà, ça amène ça change les pratiques quand même, je trouve. Sandrine, Oui. vous voulez de votre côté retenir une proposition? Oui, alors la proposition, ça serait déjà de faire une réforme au niveau du BP, de préparateur, revoir la formation en fait, plus acter sur les commentaires d'ordonnance, sur des options possibles, une meilleure parce que les préparations, ça pourrait être une petite option vu qu'on n'en fait plus beaucoup. Plus développé sur l'orthopédie, sur les pansements, sur le matériel médical. Parce que ça, voilà, avec la population vieillissante, on est plus sur aussi du maintien à domicile. Donc, on a une grosse demande. Il faut être formé aussi, même si on intervient avec un prestataire. Après, il y a des pharmacies qui ont leur matériel. Il faudrait que les jeunes qui arrivent soient plus au niveau du comptoir, du conseil, de la... J'ai perdu le mot. Parce qu'on fait des journées diabète, on fait des journées de... Voilà. Quelles sont les demandes des jeunes préparatrices, préparateurs? Leurs demandes principales? Un meilleur salaire et pas travailler le samedi. Ça, c'est pas possible. Alors, ils sont tous pareils. Non, mais c'est... Voilà. Qualité de vie. Une qualité ouais, de vie. une meilleure qualité de vie. Après, je crois qu'on n'est pas les pires dans le maillon de la chaîne de soins. Là, avec la Covid, on a vachement travaillé, on est fatigué, voilà, on n'a pas, enfin, personne n'a été habitué à une pandémie. On est encore tous jeunes, donc on n'avait jamais eu fait face à ça. C'est compliqué pour tout le monde. Voilà, faire des tests à gogo, voilà, faire de la vaccination. Enfin, nous, perso, les préparatrices chez nous, on a dit non parce qu'une formation sur YouTube, c'était niette. Voilà. Voilà, chacun son job. Après, ça a sauvé des pharmacies de faire des tests à gogo. Faut être honnête. Titulaire, on en a parlé. Voilà. Faut pas non plus se mettre. Faut être honnête avec tout le monde. Ouais. Voilà, on a couru de partout, on fait beaucoup plus d'administratifs, on contacte plus des médecins. Il nous manque le lien hôpital-ville, même les autres villes aussi, parce qu'à part les infirmières et les médecins traitants, et encore, on se connaît pas tous. Il manque aussi l'attractivité, oui, au niveau du salaire, ça c'est certain. On peut pas tourner au SMIC toute sa vie.
même si voilà, ça dépend des territoires aussi, hein. À Paris, préparatrices sont beaucoup mieux payées que nous, mais c'est normal apparemment. Mais Paris, comme j'ai dit, c'est pas toute la France non plus. Il n'y a pas que Paris. Donc, il faut que tout le monde soit traité de la même manière. Bon, au niveau des salaires, c'est sûr que après, c'est pas les mêmes loyers. Ça, je peux le concevoir. Mais refaire une refonte là, il faut faire une réforme au niveau de ce BP qui n'est plus du tout, qui reflète pas du tout le terrain, quoi. Mm. Ça a complètement évolué. Voilà, on est un peu considérés comme les pharmaciens, mais sans les années d'études. Mais on fait la même chose. Bah oui, il y a voilà. des stages tout de même. Hein. Mais voilà, je respecte tout le monde. Je dis bravo à tout le monde parce que c'était difficile et ça l'est toujours. Et on a besoin de tout le monde pour les patients. Mais il faut vous respecter. Voilà. En premier. Jessie, est-ce que tu as... Je suis désolée d'être un peu speed. Je crois qu'on peut dépasser un peu, mais Jessie, tu as un mot à nous redire, une proposition, une ou de plusieurs propositions que tu retiens? Oui, au niveau des propositions, plus large. Hein. Celle du stage, je pense que ça a l'air un petit peu unanime. Pour justement avoir une coordination avec l'ensemble des équipes de soins, ça, je pense que c'est super important. Peut-être définir les missions du métier de technicien de laboratoire, parce qu'avec les nouvelles exigences, du coup, c'est vrai que c'est compliqué. On arrive, on ne sait pas si finalement on est simple, entre guillemets, simple technicien, ou on est là juste pour faire les analyses, ou si on est là aussi pour faire des tâches de secrétariat, des tâches de qualité ou des formations. Ça, c'est vrai que ce serait bien de pouvoir redéfinir les missions de ce métier clairement. Je crois que c'était déjà pas mal. Ah oui, et avoir une maîtrise interne de notre financement, ça a notamment été... c'est notamment de plus en plus compliqué maintenant qu'on a rejoint un GHT. Donc, c'est vrai qu'on fait partie des études de marché du GHT et on n'a plus du tout de maîtrise sur nos réactifs, sur nos fournisseurs. Et ça, c'est très problématique, je trouve, pour les petits hôpitaux. Parce qu'intuitivement, on se dirait que c'est plutôt un avantage le GHT. Exactement, ouais. C'est moyen, mais non, en fait, c'est ça. Et en fait, non, pas du tout, parce qu'au final, on se retrouve avec des fournisseurs qu'on n'avait pas forcément. Je parle par exemple pour le secteur de bactériologie, on avait un seul fournisseur pour l'ensemble de nos géloses. Et là, maintenant, on se retrouve avec 5, 6, 7 fournisseurs différents. Donc, il faut faire des études de marché sur chaque fournisseur. Il faut faire des études de comparabilité sur nos géloses que nous avions avant et sur les nouvelles. Ça, c'est dû aussi avec l'accréditation. Mais c'est vrai que du coup, ça nous met en difficulté. D'accord, donc c'est pas forcément un avantage à ce niveau-là. Pas forcément. À la limite, j'en ai discuté avec notre encadrement, hein, il y aurait un retour envers le GHT des différents laboratoires sur le fait que nous, on ne peut pas se permettre de prendre tel ou tel fournisseur pour telle et telle raison et ça serait commun. Peut-être que ça faciliterait aussi nos choix, mais actuellement, même si on fait des remontées, ça reste en haut et il n'y a pas de retour sur nos possibilités. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de s'adapter. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour mettre en place les nouveaux consommables, les nouveaux réactifs, malgré qu'on n'en soit pas forcément satisfait. Et puis, finalement, on n'a pas la possibilité de changer. Donc, ça ne nous aide pas. Okay. Et du coup, revoir les ratios. Quoi. Ouais, non, j'ai acheté. Pour l'instant, on n'en est pas trop satisfaite. Si tu as entendu l'audition d'hier soir, mais monsieur oui, n'était pas non plus très, très positif là-dessus. Monsieur You, vous voulez réintervenir? Non, parce que c'est un peu compliqué ma profession, moi, mais... allez-y. Non, mais je pense qu'il y a des choses simples. Il faudrait qu'on soit, il faudrait que les ministères écoutent un peu plus la base. Hein, ça serait beaucoup plus parlant et surtout, il y a des choses très simples avec les outils que nous utilisons maintenant au quotidien. C'est par exemple la géolocalisation des moyens.
géolocalisation des moyens, par exemple, dans le cadre de l'aide médicale urgente, quand on parle de productivité, puisqu'on en est là aussi avec le souci des entreprises, c'est aussi d'envoyer le véhicule le plus près du lieu d'intervention. Et il faut savoir que le temps d'occupation d'une ambulance est seulement de 55%. Tout le reste, c'est des kilomètres à vide. Et si, par exemple, et c'est ce qui se passe, un collègue, par exemple, de Vendée qui est en attente à Nantes, son temps est non productif, entre guillemets, puisqu'il n'est pas rémunéré pendant l'attente de son patient en consultation. Alors, s'il reste 1 heure, 2 heures, ce temps-là est non rémunéré. Et bien, pendant ce temps-là, il suffirait qu'il se mette dispo sur cette application de géolocalisation et il pourrait effectuer une urgence qui éviterait, par exemple, une carence et son temps deviendrait productif. Et ce serait surtout aussi une source de motivation pour les ambulanciers, mais surtout également une meilleure amélioration de prise en charge pour le patient. Sur des pathologies qu'on entend beaucoup parler, qui par exemple l'arrêt cardio-respiratoire, même si on voit arriver maintenant des applications type Softlines, etc., on a quand même un des taux de récupération le plus faible de France, le plus faible du monde, alors que nous avons le plus grand nombre de véhicules de transport sanitaire d'Europe, tout confondu, VSAV, ambulance. Il suffirait que l'ensemble de ces véhicules soient géolocalisés et qu'à partir du moment qu'ils soient disponibles, on puisse engager le véhicule. Et ça, c'est tout simple, hein, ça existe, hein, mais seulement ce n'est pas fait. On pourrait raccourcir largement les délais de prise en charge de certaines pathologies, type l'arrêt cardio-respiratoire, mais aussi la neurologie. On sait que la prise en charge de l'AVC sur les délais d'intervention en France n'est pas forcément efficiente. Et tout ça sans le moindre, quasiment sans dépenses supplémentaires. Alors ça, c'est le problème des multiples intervenants de l'urgence. Et des transports non médicalisés aussi, hein, je pense. Il y avait un certain... En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où les ambulanciers, ce sont les paramedics, ce sont des paramédicaux. Et on n'a pas du tout cette culture-là ici. On n'a pas cette notion-là, mais vous savez, un arrêt cardio-respiratoire, ce qui vous importe le plus, c'est un massage qui est fait rapidement, un défibrillateur qui arrive de façon précoce. Ça, l'ensemble des VSAV, l'ensemble des ASU l'ont. Il n'y a pas une géolocalisation commune sur le plan national. Alors, nous, on fonctionne sur nos géolocalisations interdépartementales, c'est-à-dire qu'une ambulance du Maine-et-Loire peut être déclenchée par le SAMU 44 ou une ambulance du 85. Ça doit être multiplié. C'est simple, c'est basique, mais bon, il n'y a pas une volonté ni du gouvernement ni de notre profession pour avancer vers ce type de choses. Il n'y a pas d'expérimentation? Si, il y a de l'expérimentation, elle est ici, dans ce département. D'accord. Dans votre département? Oui, la Loire-Atlantique est un département un peu particulier à ce niveau-là. Et il y a un travail commun qui est fait avec les sapeurs-pompiers, les ambulanciers. Et dans beaucoup de départements, et vous l'entendez régulièrement, c'est la fameuse guerre blanc-rouge. Cette guerre n'a pas lieu d'être. On met le patient au milieu et on envoie le moyen le plus adapté, le plus rapide, le plus efficace. Point barre. La couleur, ce n'est pas le problème. Ça, c'est quelque chose qui a des débats qui vont probablement se poursuivre dans les années à venir, hein, avec la permanence des soins qui est mise en grande difficulté, hein, sur le territoire. Est-ce que les uns et les autres, dans la salle, j'allais dire, est-ce que vous avez... Enfin, j'ai trop dépassé, là, je pense qu'il faut qu'on... Je viens juste reprendre la parole. Oui, Mathilde. Pour qu'on donne les solutions des manipulateurs. Oui. Donc nous, on voulait une augmentation du nombre de manips avec surtout un effectif normé, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'actes par machine et par endroit, dire qu'on ne peut pas fonctionner en dessous de temps d'opérateur parce que sinon, il y a trop de dérives. Après, on voulait clairement une augmentation de salaire, donc que ça passe par des primes pour reconnaître aussi tous ceux qui font des DU, etc. Ou bien remettre tout à plat, supprimer toutes les primes, mais dans ce cas-là, augmenter le salaire de base et ne pas reprendre les gens à l'indice, mais les reprendre à l'ancienneté pour aussi garder tous les anciens dans le bateau. Une création éventuellement de pratiques avancées, ça pourrait être intéressant pour voir une évolution au niveau du métier. Et une retraite anticipée à 57 ans aussi, parce que pour prendre en compte toute la pénibilité de notre travail. Et au sens large, pourquoi pas supprimer la T2A? Je pense que c'est un bon truc. L'abolition aussi du public-privé, parce que je pense que du coup, ça
Enfin, ça augmente le fait que nos médecins s'en vont. Enfin, voilà, c'est à réfléchir. Et pas oublier les hôpitaux de périphérie dans les GHT, ça c'est important, mais effectivement, il y en a déjà entendu parler hier. Et puis, j'ai vu hier sur France 2 là, qu'ils vont faire des petits spots publicitaires pour mettre en avant certaines professions médicales. Bon, bah, on est encore des oubliés. J'ai vu que ça concerne 3 professions. Il y avait les infirmiers, les ambulanciers, les aides-soignants, si je ne me trompe pas. Mais on va généraliser ça. Hein. Étendre à tous les métiers qui recrutent. Tout à fait. De mettre des spots YouTube avec des pubs à la con, bah, je pense que ça pourrait être intéressant. C'est une excellente idée, ça, de faire connaître les métiers. On en avait déjà parlé dans d'autres auditions. Là encore, la connaissance amène du changement, je pense. Enfin, j'en suis convaincue. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à tous. Je suis désolée de vous avoir donné plus de temps de parole. C'était un peu serré. Et du coup, merci à tous. Et puis, bonne journée à tout le monde. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Et j'espère que vous pourrez être présents au congrès de restitution. On ne sait jamais. C'est ce week-end à Paris, dimanche et lundi. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.